Bonsoir, l'affiche qui vous est proposée ce soir, Monaco-Saint-Etienne, vaut évidemment plus qu'un 11e contre un 12e. D'abord parce que ce sont deux clubs prestigieux, et puis ensuite parce que si on regarde les chiffres, si on se penche dessus un petit peu, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de 3 semaines, Saint-Etienne était 4e et Monaco 17e. Alors depuis Philippe, eh bien il s'en est passé des choses. D'abord Saint-Etienne n'a pris qu'un point sur les 12 possibles, et puis ensuite Monaco avec Ettori n'en finit plus de gagner. Et alors que là on a bien évidemment les Stéphanois, mais au devant de vous, c'est bien sûr l'équipe de Monaco avec Dumas qui rejoue libéraux, qui joue même vrai libéraux décrochés. On le verra tout à l'heure. Blondeau, Thuram et Sonor pour compléter la défense devant Pifto. Du côté de Saint-Etienne, on s'est adapté aux circonstances et à l'adversaire, c'est-à-dire qu'on a placé deux stoppeurs avec Moreau, l'habituel stopper, plutôt sur Madar et Potillon plutôt sur Anderson. Blanc retrouve un poste de libéraux qu'il avait quitté momentanément contre Bastia parce qu'il y avait encore plus d'absents ce jour-là. Il y avait par exemple Desperou qui n'était pas là, qui revient aux côtés de Pérez, qui n'était pas là non plus, qui revient. Coup d'envoi qui va être donné par l'association sportive de Saint-Etienne par Jérôme Four et Roland Wolfart. Four qui a signé son premier contrat professionnel cette année, comme Médaillon, comme Coupet, comme Santini. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe de Saint-Etienne. Ça, c'était une de leurs premières tentatives de construction. Jusqu'ici, ils avaient surtout balancé. Ils rentrent un petit peu mieux dans le match, surtout quand... En déviation de la tête pour Anderson, qui est rapide, qui prend Moreau de vitesse. Anderson qui essaye de piquer son ballon face à Coupet. Oh, c'est extraordinaire ce qu'il a fait Anderson. Il a transformé un ballon extrêmement banal, pas bien dangereux, en une véritable occasion de but parce qu'il va beaucoup plus vite que Moreau, parce qu'il a le temps même de regarder, parce qu'il va très vite, qu'il a l'aisance, balle au pied. Il a le temps de regarder qu'il n'y a personne et qu'il donc, malgré l'angle très fermé, il doit tenter sa chance. Et Saint-Etienne qui va pouvoir construire à nouveau avec Gérald Passy. Transversal pour Sébastien Pérez, attaqué par Petit, Pérez qui réussit à passer, qui réussit à donner à Zvierdjevski, qui n'a pas vraiment de soutien, et cette reprise de Jérôme Four au premier poteau, un peu isolé quand même, c'est étonnant. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de fluidité dans tout ce que cette équipe monégasque essaye de construire. Jérôme Four touché sur cette action. Non, il n'y a pas de fluidité, il y a surtout une difficulté, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le schéma a été bâti essentiellement pour jouer à Bordeaux pour le dernier match. Et voilà, donc ça va donc être les grands débuts, le grand début de Ziadi en Division 1. Sortie de Four, entrée de Ziadi. Il est amateur encore, hein, Ziadi, c'est son premier match donc en D1, il est depuis 3 ans à Saint-Etienne. Et puis juste avant, il faisait partie d'un petit club de la banlieue de Saint-Etienne. Voilà, c'est sur en allant tacler ce ballon que Four s'est blessé. Il y a un nouveau joueur de Saint-Etienne par terre d'ailleurs. Alors que dans la tribune princière, on ne peut même pas dire présidentielle, la loge princière, il y a les hommes du palais, dont le prince Régnier qui a tout de même envoyé un télégramme de félicitations à toute l'équipe. Ouais, et c'est terminé également pour Pérez. C'est Stéphane Santini qui va rentrer à sa place, hein. Malheureusement, donc Pérez. Libo a demandé au kinésithérapeute s'il fallait opérer le changement, et malheureusement la réponse est positive. Donc Stéphane Santini rentre en jeu. D'accord, le fils bien sûr de l'ancien entraîneur de Saint-Etienne. Et ça repart avec Dumas pour Thuram qui efface Ziadi, et Thuram qui passe à l'offensive. Thuram qui va tenter de créer le danger au sein de la défense stéphanoise. Il a évité 5-6 Stéphanois, et Thuram qui peut remettre juste à côté. Début de Stéphanois, quelle action! C'était digne d'Osvaldo Piazza. S'il y avait eu un mur, il l'aurait certainement défoncé au milieu de sa course. En tout cas, c'est la défense stéphanoise là qui l'a vraiment explosé sur cette action. Thuram, et il n'est pas loin de pouvoir redresser ce ballon. Et s'il le redresse, regardez où est Madar. C'est à coup sûr le but. Allô? Oui. Ah bah voilà, bonjour. Alors voilà, je suis au milieu des Stéphanois, voyez-vous, parce qu'au moins, il y a des gens qui mettent de l'ambiance dans ce stade. Voilà, il n'y a rien à dire. On va laisser chanter. C'est plutôt sympathique. Au milieu de ce... Oh,
no comment en fait, hein, Thierry. Ça, je sais pas. C'est à vous. Voilà. D'accord. Et coup d'envoi justement de cette deuxième période donnée par Monsieur Quignou. 0-0 entre Monaco et Saint-Etienne. Pas vraiment d'occasion dans la première période. On va voir si ça change. Oui, parce que quand... Djorkaeff pour Madar qui prolonge jusqu'à Anderson qui va pouvoir remettre au centre. Et encore une fois, c'est Madar du droit juste au-dessus. Début de Coupet. Ah ben c'est tout simplement la plus belle occasion qu'a eu Monaco depuis le début de cette partie, qui a échoué sur Madar, avec Djorkaeff qui laisse s'échapper ce ballon. Ben ça se transforme en déviation pour Madar. Djorkaeff va pouvoir tirer le corner comme le voulait hier Tomislavic, qui a insisté lourdement. Il voulait même le faire tirer les corners pour l'équipe adverse pendant le match. Tête de Madar qui passe à côté des buts de Coupet. Tête piquée. Ce n'était pas loin du tout. Ouais, le bon jeu de tête de Madar, même si là on peut voir quand même que le défenseur au poteau, en l'occurrence de Guerville, était sur le ballon et l'a laissé filer. C'est-à-dire que lui savait en tout cas que la balle était à côté. Ceci dit, au niveau spectacle, au cas où Tomislavic prendrait l'équipe, il faut quand même rappeler que ça ne s'est rarement, il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe. Ivic n'a pas eu des résultats, certes. Petersen qui peut donner. Oh, ça va pas rentrer, c'est Laurent Blanc qui vient sortir cette balle de Djorkaeff que je voyais au fond des filets. Et Thuram. Qui est revenu pour marquer Lilian Thuram. Dan Petersen qui est parti à droite, qui va pouvoir centrer. Centre de Petersen, la tête de Djorkaeff juste au-dessus des buts de Grégory Coupet. Je vous le disais, le poste de Dan Petersen à l'Ajax d'Amsterdam, c'était ailier droit. Là-bas, on joue toujours avec deux ailiers. Il jouait au poste d'ailier droit et là, il s'était dégagé pour offrir une des plus belles occasions que Monaco ait eues. Et la tête de Djorkaeff qui file juste au-dessus alors qu'il est clairement... il devance clairement son adversaire. Et ça ne passe toujours pas. Petit avec Blondeau. Blondeau dans la surface de réparation, dégagement de Laurent Blanc. Ah là, on dégage, hein, on tient. C'est pas l'heure des poètes. Pas à ce moment-là. Petit, encore un centre. Madar de la tête et Anderson qui se précipite, mais Coupet se précipite également. Vio. Et il n'y a pas faute, mais en revanche, le ballon n'est pas perdu. Centre de Petersen et Thuram qui n'a pu se jeter parce que le ballon est arrivé derrière lui. Ce n'était pas facile. Et Thuram aux avant-postes encore une fois face à Svierdzewski alors que l'arbitre, Monsieur Quignou, siffle la fin du match 0-0. Ah oui, mais c'était, je crois que Philippe Delcourt peut nous le confirmer, la plus mauvaise attaque à domicile du championnat qui affrontait la plus mauvaise attaque à l'extérieur du championnat. Et malheureusement, le résultat est très, très statistique. C'est un 0-0. C'est un peu logique, il y a eu des occasions, il n'y a pas de but. Ça arrive, à très bientôt sur Canal, au revoir. Au revoir.